Bonjour. Alors, cycle du Graal. Introduction. L'ombre de Merlin. Ben, c'est de poule, c'est toujours de. Je crois que c'est toujours de poule flétan ou flétan. Merde. Hop, je demande confirmation. Poule flétan, c'est ça. Alors. Hop. Parce que. Quand en décembre. Attends, non. D'abord, il cite André Breton. Ce matin, la fille de la montagne tient sur ses genoux un accordéon de souris blanches. Quand en décembre 1940, réfugié à Marseille dans une zone dite libre, André Breton écrivait un long poème d'amour auquel il donnait le titre latin de Fata Morgana. Il savait inconsciemment très bien ce qu'il faisait. Car, sous les orages des débuts de la Seconde Guerre mondiale, à quoi ou à qui pouvait-on se raccrocher pour éviter de tomber dans le vide absolu, sinon à une figure mythique et symbolique surgie du plus profond de l'imaginaire humain? Et la Fata Morgana, autrement dit la fée Morgane, cristallisation de l'éternelle femme magicienne et enchanteresse, était sans doute la seule à pouvoir encore conjurer les mauvais sorts qui s'abattaient sur l'Europe et sur un monde toujours endormi dans l'hébétude. Il faut bien avouer que la fée Morgane exerce une fascination particulière, et c'est peut-être parce que c'est le personnage le plus mystérieux, le plus énigmatique de toute la tradition arthurienne. D'abord, Morgane est très mal connue, sans doute parce qu'elle semble trop sulfureuse et qu'elle a été souvent occultée dans les récits christianisés du Moyen Âge. Ensuite, on la confond, sans raison, avec la fée Viviane, la Dame du Lac. C'est le cas dans le film de John Boorman, Excalibur, où cette confusion, parfaitement valable sur le plan dramatique, fausse complètement la valeur symbolique de ces deux personnages féminins essentiels du mythe. Et on en fait la mère de Mordred, destructeur de la société arthurienne, ce qui n'apparaît pourtant dans aucun texte. Tout vient de la confusion entretenue entre le nom de Morgause dans la compilation anglaise tardive de Thomas Malory, qui est, dans certains textes, la femme du roi Lot d'Orcanie, c'est-à-dire Anna, une autre sœur d'Arthur, et le nom de Morgane, ou Morgue, qui ne figure au départ que dans les textes continentaux. La fée Morgane est en effet totalement absente des récits primitifs gallois concernant le mythe arthurien et le cycle du Graal. Ce n'est que dans la version galloise de l'Érec et Énide de Chrétien de Troyes qu'on pourrait la retrouver. Encore faut-il préciser qu'il ne s'agit pas d'une femme, mais d'un homme, Morgane Tut, chef des médecins d'Arthur et bien entendu dépositaire de toute la magie héritée des Druides. Ah, intéressant. Qui est donc en réalité cette Morgane que les textes français chargent volontiers de tous les péchés du monde? Si l'on s'en tient à une étymologie celtique plus qu'évidente, mais peut-être que c'est un transsexuel, si l'on s'en tient à une étymologie celtique plus qu'évidente, le nom de Morgane provient d'un ancien brittonique, Morigena, c'est-à-dire né de la mer, dont l'équivalent en gaélique d'Irlande est Muirgen. Mais une telle interprétation ferait de Morgane une véritable fée des eaux, ce qui ne semble pas le cas. Pourtant, dans la tradition populaire de Bretagne armoricaine, on raconte souvent des histoires au sujet de mystérieuses Marie Morgane, qui sont des êtres féeriques vivant dans les eaux de la mer. Bon, des sirènes. Des sirènes en Bretagne. Et si l'on va plus loin, on découvre dans la toponymie française un certain nombre de rivières ou de fontaines qui portent des noms comme Mourgue, Morgue ou Morgone. Mais il s'agit d'eau douce et non de la mer, et cela ne correspond nullement aux personnages décrits dans les romans arthuriens, femme fée, vaguement sorcière au sens vulgaire du terme, et quelque peu nymphomane, ce qui n'est pas contradictoire, mais contribue à la faire présenter comme un être maléfique. Fait étrange, on ne la trouve jamais auprès du personnage primitif d'Arthur,
sauf sous l'aspect masculin de Morgan Tut. Certes, on pourrait dire qu'il y a eu féminisation du sorcier, le médecin, appartenant autrefois à la classe des druides, étant considéré comme expert en magie diverse. Mais le cas se complique lorsque l'on constate, dans la tradition continentale, la présence d'un grand géant qui porte le nom de Morgante. Cependant, il n'a rien à voir avec Gargantua, bien que Rabelais, bon connaisseur des légendes populaires, en effet l'un des ancêtres de Pantagruel, dans la plaisante généalogie dressée de celui-ci en ce second livre. On trouve un récit très littéraire sur ce géant Morgante dans un ouvrage italien de 1466, dû au Florentin Luigi Pulci, ouvrage qui fut bientôt traduit et imprimé en français et connut un immense succès au cours du XVIe siècle. Il s'agit de l'histoire de Morgante le géant, lequel, avec ses frères, persécutait toujours les chrétiens et serviteurs de Dieu. Mais ils furent, après de multiples péripéties, tués par le comte Roland, neveu de Charlemagne. Et si l'on en croit ce récit, Morgante habitait une grande montagne, qui ne peut être que les Alpes, et l'action se prolonge dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles très exactement, où se situe le fameux Monte Gargano qui porte le nom de Gargantua. Oh oh. Il faut évidemment prendre avec précaution ces récits de la Renaissance, soi-disant inspirés de la tradition populaire. La tendance de l'époque est à la fabrication de mythes lorsque ceux-ci justifient l'invraisemblance du déroulement romanesque. Mais il n'y a pas de hasard. En Bretagne armoricaine, un géant nommé Ohès, le vieil barbé, dans la chanson de geste qui porte le titre de chanson d'Équin, est devenu, dans la tradition orale, un personnage féminin, Aès, très vite confondu avec Daüde, égale bonne sorcière, fille du roi Gradelon de la célèbre ville d'Is. Et actuellement encore, les antiques voies romaines de Bretagne armoricaine sont connues sous l'appellation de chemin d'Aès. Quoi qu'il en soit de ce problème, Rabelais n'a jamais confondu le géant Morgante avec notre fée Morgane. Dans le même second livre, on peut en effet lire Pantagruel, ouïe nouvelle que son père Gargantua avait été translaté au pays des fées par Morgue, comme le furent jadis Ogier et Arthur. Il ne fait d'ailleurs que reprendre un thème cher aux auteurs de son siècle, puisque la même année, 1532, un anonyme avait publié des grandes chroniques où l'on voyait naître Gargantua de Grand-Gousier et Gargamel, ceux-ci étant créés par la magie de Merlin, puis Gargantua se mettre au service du roi Arthur. Ainsi vécut Gargantua en la cour du très redouté et puissant roi Arthur, l'espace de 300 ans, 4 mois, 5 jours et demi, justement, puis porté par Morgan, la fée et Mélusine en féerie, avec plusieurs autres, lesquels y sont encore à présent. Cela montre l'importance des romans de chevalerie, des récits féeriques et du cycle arthurien au début de la Renaissance en France. Quant à la différence entre les formes morgue et morgaine, elle s'explique parfaitement. En vieux français, morgue est le cas sujet nominatif et morgaine le cas régime, ancien accusatif latin, d'où est tirée la forme moderne Morgane. Autre fait troublant à propos de cette histoire féerique, et qui n'est pourtant que le résultat d'une cabale phonétique qui prête à rire, le mariage morganatique. L'exemple type, au XVIIe siècle, en a été l'union contractée par Louis XIV, devenu veuf, avec sa maîtresse, Madame de Maintenon. Il s'agissait d'un mariage secret, uniquement religieux, donc valable sur le plan spirituel, mais sans aucun effet sur ce qu'on ne nommait pas encore le droit civil. En quoi donc le mariage dit morganatique a-t-il un rapport même très vague avec la fée Morgane ? Henri d'Ontanville, grand spécialiste s'il en fut, et d'ailleurs très controversé des traditions populaires françaises, a écrit sur ce sujet des réflexions qui ne sont pas à prendre à la légère. D'Ontanville part en effet du conte bien connu de Charles Perrault, La Belle au bois dormant, conte d'origine populaire et remis au goût du jour par la grâce de cet écrivain considéré comme mineur par le tout-puissant maître des usages, qu'était Boileau. On connaît le thème de ce conte, incontestablement initiatique,
Un jeune prince, le prince charmant au sens fort et étymologique du terme, réveille une belle princesse endormie, c'est-à-dire sous le coup d'un charme, ou, si l'on préfère, d'un sortilège, et l'épouse secrètement. Et de cette union naissent une fille, l'Aurore, et un fils, le Jour. Et voici le commentaire d'Henri d'Ontanville. Sous l'affadissement d'une prose XVIIe siècle, on tient probablement là l'essentiel, et la fée Aurore ne doit pas être autre que notre fée Morgane ou Morgue, celle qui se mire déjà dans une fontaine, non, au point du jour, lorsque le soleil va se lever. Le mot serait alors l'équivalent de l'allemand Morgen, matin. Ira-t-on d'un bond rejoindre la Fata Morgana, de date inconnue, sur la côte de Sicile, où Morgantium, fondation ancienne des Sicules, pose son point d'interrogation. Morgantium était sur le bord oriental de l'île, face au matin. Euh, Curieux rapprochement à la fois avec la Grande Grèce dont faisait partie la Sicile et la tradition germanique. Après tout, l'Isolte celte porte un nom dérivé du germano-scandinave Isschild. Pourquoi Morgane ne serait-elle pas la fée du matin, celle qui, dans la légende ultérieure, est chargée par le destin de redonner une nouvelle aurore au roi Arthur dans cette mystérieuse île d'Avalon, située symboliquement dans un Occident qui peut être un nouvel Orient? Il semble que Morgane contienne en elle-même bien des interrogations. Il est certain que le terme morganatique n'a aucun rapport sémantique avec notre Morgane, mais la tradition se moque des règles de la linguistique, et la valeur symbolique d'un nom résulte bien souvent d'une analogie ou d'une simple homophonie. Si l'on s'en tient à l'étymologie pure, le terme morganatique provient du bas latin morganaticus, attesté chez Grégoire de Tours, mot issu du francique morgangeba, qui signifie littéralement don du matin, mais qui désigne le douaire donné par le nouveau mari à sa femme. Pourtant, dans les sociétés celtiques et germaniques, ce douaire, à l'origine, n'était donné qu'après la nuit des noces, c'est-à-dire après que le marié se fût assuré de la virginité de son épouse. Saigne, saigne. Il s'agit donc bel et bien du prix du sang virginal. Or, si, à propos de Morgane, la plus chaude et la plus luxurieuse femme de toute la Bretagne, selon le texte de la version cistercienne, il est difficile de parler de sang virginal, on peut cependant penser qu'elle incarne l'image parfaite de la Vierge éternelle, c'est-à-dire celle qui se régénère sans cesse et qui, chaque matin, est de nouveau libre et disponible et également puissante. Vierge, tous les jours, je me revirginise. Ce qui est finalement le sens étymologique du mot vierge, d'un latin virgo, où l'on retrouve vis, génitif viris, force, ou d'un ancien celtique vraca, qui est l'origine du breton groache, sorcière, ainsi que du français virago. Tout se tient. Morgane est bel et bien une des images fortes de la Vierge universelle, maîtresse de la vie et de la mort, de l'amour et de la haine, l'ambiguïté, faite femme. On aura confirmation de cette hypothèse en se tournant vers l'Irlande. C'est là, en effet, qu'ont été conservés, dans les manuscrits laissés par les moines chrétiens, les thèmes et les figurations les plus archaïques de la mythologie celtique. Et l'on ne peut que s'arrêter sur le fantastique personnage de Morrigan, ou Morrigu, au cas sujet, l'une des plus intéressantes représentations de la déesse universelle. Appartenant à la lignée des Tuatha Dé Danann, c'est-à-dire au clan des divinités issues de la déesse primordiale Dana, la donne de la tradition galloise, elle est l'être ambigu par excellence, régissant l'amour, la guerre, la prophétie et la magie. Elle provoque lascivement les guerriers, comme Morgane le fait avec Lancelot, les excite furieusement les uns contre les autres, hurle d'étranges prophéties et se livre à des rituels magiques le plus souvent incompréhensibles. Et comme
dans la tradition celtique, les divinités ont au moins 3 visages ou 3 noms, elle est la triple Brigitte. Celle que Jules César, dans ses commentaires, appelle la Minerve gauloise, déesse de la poésie, des arts, des techniques et de la connaissance en général. Mais elle apparaît souvent, dans le cycle épique et mythologique irlandais, comme une sorte de divinité féminine trinitaire, sous les noms de Morrigan, Bodb, Macha. Il est alors très important d'examiner ces noms pour mieux comprendre ce que recouvre la Morgane du cycle du Graal. Macha est quelque peu occultée dans la mesure où elle est présentée comme une fée mélusinienne, proposant à un paysan de l'épouser, de lui procurer richesse et bonheur, à la condition de ne jamais parler d'elle. Bien entendu, le paysan, comme le Raymondin de la légende poitevine, transgresse l'interdit et, après avoir dû, bien qu'enceinte, engager une course folle contre les chevaux du roi d'Ulster, Macha, victorieuse, donne naissance à des jumeaux, maudit tous les habitants d'Ulster et disparaît. On retrouvera cette Macha irlandaise dans la tradition galloise sous le nom de Rhiannon et dans la statuaire gallo-romaine sous le nom d'Epona, la déesse cavalière ou la déesse jument. Bodb est le nom gaélique de la corneille. Dans la plus ancienne époque d'Irlande, la célèbre razzia des bœufs de Calne, elle apparaît sur le champ de bataille sous la forme d'une corneille qui vient harceler les combattants. On la retrouve dans de nombreux épisodes des récits arthuriens où elle accomplit les mêmes actions. Et Geoffroy de Monmouth, dans sa vie de Merlin, prétend qu'elle a ses sœurs qui vivent dans l'île des Pommiers, qu'elle et ses sœurs qui vivent dans l'île des Pommiers sont capables de se métamorphoser en oiseaux, car, dans le texte de Geoffroy, il s'agit bel et bien de Morgane, reine de l'île d'Avalon, maîtresse des vents, des tempêtes et des animaux sauvages. Le nom de Morrigan a donné lieu à bien des interprétations. Il semblait sans doute trop facile d'identifier formellement la Morrigan gaélique comme étant la Morgane des romans arthuriens. Aussi, à la suite de Darbois de Jubinville, a-t-il proposé à ce nom la signification de reine des cauchemars. C'était avouer qu'elle faisait peur et qu'elle était au centre de tous les fantasmes de la nuit. Mais en fait, le nom de Morrigan s'explique très simplement. Elle est la grande reine, ou plus exactement la grande royale. Or, le nom de l'héroïne galloise Rhiannon, Rivanon en breton armoricain, venu d'un ancien brittonique Rigantona, a exactement la même signification. Il ne peut plus y avoir d'hésitation sur ce point. Morgane n'est pas la née de la mer, elle est la grande reine. Elle s'identifie pleinement avec la Morrigan irlandaise et elle est l'image héroïsée et quelque peu diabolisée de la Vierge universelle. D'où son importance dans le déroulement des multiples épisodes de ce cycle du Graal. Elle est partout présente, comme Merlin, mais le plus souvent masquée, déguisée ou occultée, parce qu'elle fait peur. Alors, car n'oublions pas que Merlin, le prophète et l'enchanteur, est le fils d'un diable, et qu'il n'a que 2 disciples, 2 femmes, Viviane, la dame du lac, et Morgane, la reine de l'île des Pommiers. Merlin ayant disparu de la surface de la terre, selon sa propre volonté, il appartient à ses 2 disciples de surveiller le fonctionnement des rouages subtils qu'il a mis en place. La première, Viviane, a pris en charge l'éducation de Lancelot, celui qui est nécessaire à cette étrange société égalitaire qu'est la table ronde. Viviane est devenue ainsi la dame du lac, la mère nourricière et l'initiatrice de celui qui sera le meilleur chevalier du monde. Mais comment peut-on devenir le meilleur chevalier du monde si l'on n'a pas d'obstacles à surmonter? Ces obstacles, ce sera à Morgane de les dresser sur le passage du héros, car elle est l'excitatrice, la provocatrice, celle sans laquelle aucune progression ne peut être réalisée dans cette difficile errance vers le Graal. C'est dire l'importance de ces 2 personnages féminins dans l'épopée arthurienne. Ils sont essentiels, bien que contradictoires si l'on s'en tient aux apparences. On est alors tenté de dire que Viviane construit et que Morgane détruit. Cette vision élémentaire n'est ni vraie ni fausse, et il faut se garder de tout parti pris manichéen de bas étage.
Dans le cycle du Graal, en dépit de la lutte que semblent engager les chevaliers d'Arthur contre les forces des ténèbres, il n'y a aucune référence à un bien absolu, ni condamnation d'un mal non moins absolu. L'amour de Lancelot pour Guenièvre est adultère, et il devrait être condamné, mais il est facteur de prouesse, et dans cette mesure il ne peut qu'être exalté. Merlin a permis à Uther Pendragon de réaliser son désir adultère et meurtrier, mais ce n'était que pour donner naissance à Arthur. Par contre, Arthur, en toute innocence, en toute naïveté, a commis l'inceste suprême, celui du frère et de la sœur, et ce faisant, il a donné naissance à un monstre, ce Mordred, qui sera le destructeur de la table ronde. Où est le bien? Où est le mal? Lancelot, abusé par les charmes de Brisane, a cru commettre une fois de plus son coupable adultère avec la reine Guenièvre, mais ce n'était en réalité que la pure et tendre porteuse du Graal. Il le fallait, et Dieu l'avait voulu ainsi, car Galad devait naître de la lignée de Lancelot. En ce sens, on peut dire que les récits arthuriens sont des chefs-d'œuvre d'amoralité, car la morale traditionnelle, celle qu'on enseigne dans les écoles et qui n'est qu'une suite d'interdits socioculturels, n'a pas cours dans l'univers enchanté où évoluent les héros du Graal et de la table ronde. Il est donc exclu d'accentuer l'opposition entre Viviane et Morgane sur des critères moraux. Viviane n'est pas meilleure que Morgane, quand elle entraîne le jeune fils du roi Ban de Benwick sous les eaux alors que la mère crie son désespoir, c'est clair. Le monde arthurien est impitoyable, et si l'on y pleure souvent de tendresse ou de désespoir, on s'y trucide allègrement ou courageusement, sans grand respect pour la vie humaine. Il n'y a dans ces récits ni bon ni mauvais, mais des êtres qui cherchent, selon des méthodes divergentes, à établir les structures d'un monde idéal. Et comme dans toute épopée, l'hyperbole est de rigueur. Toutes les actions sont grandes, exagérées et bien entendu provoquées par des puissances qu'il est convenu d'appeler surnaturelles. Les dieux n'interviennent plus directement, comme dans l'Iliade ou l'Odyssée, mais on les reconnaît quand même sous les traits et les caractéristiques des héros. Arthur est l'image d'un antique dieu agraire, une sorte de Saturne égaré dans un monde de violence, un âge de fer, et qui rêve de reconstituer le fabuleux âge d'or des origines. Il n'est donc guère étonnant de retrouver sous Morgane l'une des composantes essentielles du concept de la grande déesse, celle qui provoque, par tous les moyens, l'action humaine, en permettant aux héros de se dépasser à chaque épreuve et de franchir ainsi peu à peu toutes les étapes d'un périple initiatique. En ce sens, Morgane est le type le plus accompli de la femme, celte, telle qu'elle a été imaginée dans les anciennes traditions. À la fois guerrière, prêtresse, magicienne, et en fait druidesse, elle est un peu comme cette reine Mebde de l'épopée irlandaise, qui, selon les textes, prodigue l'amitié de ses cuisses à tout guerrier dont elle a besoin pour assurer le succès d'une expédition. De toute façon, la puissance guerrière est liée à la puissance sexuelle et à la psychanalyse. Et la psychanalyse a suffisamment démontré que dans une guerre, on prend une ville comme on prend une femme. Mais comme Morgane possède aussi la connaissance, elle ne se laisse pas facilement prendre. Elle serait plutôt arrangée dans cette catégorie de femmes qu'on appelle improprement des allumeuses et qui sont en fait des révélatrices. En fait, Morgane, bien qu'ayant sa propre personnalité, est la continuatrice de l'action de Merlin, du moins dans une direction, celle de la provocation. L'enchanteur, en tant que fils de diable, se jetait constamment en travers des événements pour mieux susciter les prouesses des uns et des autres. Il provoquait diaboliquement ceux qui s'adressaient à lui, se mettant à rire chaque fois qu'une question lui était posée et faisant souvent le contraire de ce qui lui était demandé. Et si Viviane perpétue de son côté l'aspect protecteur de Merlin, notamment vis-à-vis d'Arthur et de Lancelot, il est bien évident que Morgane prolonge l'énergie créatrice dispensée par l'enchanteur. Au fond, même si Merlin a disparu aux yeux de tous, il est plus que jamais présent, telle une ombre, dans les deux femmes qui ont été ses disciples, pour ne pas dire ses complices, dans cette tentative insensée de refaire un monde selon les plans définis par un Dieu absent, mais dont ils savent déchiffrer les messages. Mais quel que soit leur degré d'initiation surnaturelle, Morgane, Viviane et Merlin sont aussi des êtres humains soumis au même destin que ceux qu'ils prétendent guider, et victimes des mêmes faiblesses que les femmes et les hommes qu'ils côtoient. C'est ce qui fait d'ailleurs leur charme et les rend parfois si émouvants. Eux aussi sont en proie au chagrin, à la douleur, aux passions les plus diverses, aux sentiments les plus nobles et même
les plus bas. Malgré toute sa sagesse, Merlin s'est laissé prendre au piège de l'amour. Il en sera de même pour Morgane, que sa sensualité inassouvie conduira à accomplir des actes de nature à bouleverser les structures mises en place par Merlin. C'est parce qu'elle est amoureuse de Lancelot qu'elle retient le héros prisonnier. C'est parce qu'elle est jalouse de l'amour exclusif qu'il porte à Guenièvre qu'elle suscitera les calomnies, puis les accusations contre les deux amants. Et c'est aussi parce qu'elle est envieuse du pouvoir d'Arthur qu'elle tentera d'affaiblir celui-ci au profit de sa propre puissance. Revendication féministe? Peut-être. Morgane se sent frustrée du pouvoir, se sent rejetée par cette brillante société masculine qui l'entoure. Et elle n'oublie pas qu'elle incarne, en une certaine mesure, l'antique souveraineté, elle qui est à l'image de cette déesse universelle, celle qui régnait à l'aube des temps. Les auteurs du Moyen Âge, même ceux qui n'ont rien écrit sur les thèmes arthuriens, le savaient parfaitement. Ainsi, l'auteur anonyme de cette étrange chanson de geste qu'est Huon de Bordeaux fait du nain Oberon, magicien et prophète, le fils de Morgane et de Jules César. Jules César m'a fort doucement élevée, et la fée Morgane, qui était belle, fut ma mère. Ce sont eux qui m'ont conçue et engendrée, et ils n'eurent pas d'autre héritier en leur vie. À ma naissance, on fit une grande fête. Mes parents mandèrent tous les barons du royaume, et les fées vinrent visiter ma mère. Il y en eut une qui ne fut pas contente. Aussi me condamna-t-elle, comme vous le voyez, à être un nain bossu. On peut sourire de ce qui n'est après tout qu'une astuce littéraire, mais cela prouve au moins que la fée Morgane appartient à l'imaginaire collectif du Moyen Âge et qu'elle y joue un rôle non négligeable. C'est dire qu'on risque de rencontrer Morgane dans de nombreux récits, soit sous les noms de Morgue, Morgaine ou Morgane, soit sous des noms fort différents, notamment dans les textes gallois primitifs. On la reconnaît ainsi aisément dans la première branche du Mabinogi gallois, où elle est Rhiannon, la grande reine, sorte de déesse cavalière farouche et indépendante. Et, très curieusement, en passant la Manche, cette Rhiannon, sous la forme de Rivanon, est devenue, dans l'hagiographie bretonne, la mère de l'aveugle saint Hervé, patron des poètes et des musiciens, mais une mère indigne, quelque peu amorale, ce qui accentue son aspect morganien. Quant aux apparitions de Morgane en tant que fée anonyme ou mystérieuse, pucelle, tentatrice, au travers des époques des romans arthuriens, elles sont innombrables, autant que le sont les apparitions d'un Merlin s'échappant un instant de sa tour d'air invisible pour venir réconforter ou égarer un chevalier errant. Quant à la célèbre Kundry, la sorcière, qui tient une si grande place dans la quête du Graal par Perceval, selon la version allemande de Wolfram von Eschenbach, son caractère ambigu et sa fonction de maîtresse des illusions du jardin féerique de l'enchanteur Klingsor en font incontestablement une incarnation différente de Morgane dans un contexte plus que sulfureux que Richard Wagner a superbement transcrit dans son envoûtante musique. Au reste, jamais Morgane n'est isolée. Le premier écrivain qui la cite, Geoffroy de Monmouth, vers 1235, nous présente la paradisiaque île des Pommiers où 9 sœurs gouvernent par une douce loi et font connaître cette loi à ceux qui viennent de nos régions vers elle. De ces 9 sœurs, il en est une qui dépasse toutes les autres par sa beauté et par sa puissance. Morgane est son nom, et elle enseigne à quoi servent les plantes, comment guérir les maladies. Elle connaît l'art de changer l'aspect d'un visage, de voler à travers les airs, comme des dalles, à l'aide de plumes. Le mythe de Morgane est ici contenu dans ses grandes lignes. Il semble que Geoffroy de Monmouth n'ait rien inventé. On découvre ainsi, dans un texte du géographe hispano-latin du 1er siècle, Pomponius Mela, les indications suivantes. Vis-à-vis des côtes celtiques s'élèvent quelques îles qui prennent ensemble le nom de Cassitérides parce qu'elles sont très riches en étain. Celle de Sénat, île de Saint, placée dans la mer Britannique vis-à-vis de la côte des Ossismi, est renommée par son oracle gaulois, dont les tresses, consacrées par une virginité perpétuelle, sont, dit-on, au nombre de 9. Elles sont appelées Gallicènes et on leur attribue le pouvoir extraordinaire de déchaîner les vents et les tempêtes par leurs enchantements, de se métamorphoser en tel ou tel animal selon leurs désirs,
de guérir les maux réputés incurables, enfin de connaître et de prédire l'avenir. Le mythe vient de loin dans le temps, à une époque où il ne pouvait pas être question du roi Arthur. Intéressant. Il resterait à déterminer qui sont réellement les sœurs de Morgane, symboliquement au nombre de 9 comme les muses. Ce sont évidemment des compagnes, mais aussi des disciples de Morgane elle-même, celles qu'elle initie à sa magie et qu'elle envoie à travers le monde pour y tisser lentement le filet dans lequel tomberont finalement un jour ou l'autre, et en toute bonne foi, les héros de cette gigantesque épopée. J'en ai déjà rencontré des mages anglais. Ah, je raconterai un jour cette histoire. Ils me reconnaissent, hein. Alors... Et ce sont toutes ces pucelles, c'est-à-dire femmes indépendantes, non en puissance de mari, qui peuplent les forêts, que traversent les chevaliers ou les forteresses où ils passent la nuit. Certains portent des noms, comme la Brunicène du roman occitan de Geoffrey, ou encore l'étrange Arianrhod de la quatrième branche du Mabinogi gallois, sœur incestueuse du magicien Gwydion et de l'énigmatique Gilvaethwaite, devenu Girflet, fils de Donne dans les récits arthuriens français, et qui est le même personnage que Geoffrey occitan. On pourrait également penser à la suivante Lunède, qui est en réalité une fée douée de grands pouvoirs, qui aide et protège le chevalier Yvain, fils d'Urienne, dans son aventure chez la Dame de la Fontaine, ou encore à l'enchanteresse Camille, qui réussit à séduire le roi Arthur et à l'égarer, du moins pendant un certain temps, dans les profondeurs d'une inaccessible forêt de Brocéliande. Mais il y a aussi les autres, qui n'ont pas de nom. Elles sont innombrables, et elles portent toutes la marque de leur maîtresse. Après tout, Viviane, dans sa forteresse au fond du lac, initiait d'autres femmes à son savoir et les envoyait aussi à travers le monde, sur les traces de Lancelot. Il y a certes de quoi se perdre soi-même en suivant les héros dans leur quête perpétuelle de l'aventure, surtout si l'on prend tout à la lettre et si l'on n'élabore point quelques signes de piste pour pouvoir, le cas échéant, revenir en arrière et jeter un regard objectif sur ce qui se passe réellement. Le cycle du Graal se déroule dans un pays magique, féerique, intemporel. Quoique, non, on peut pas vraiment. On peut les retrouver, les lieux. Traversés de lueurs vives qui font oublier les zones d'ombre où rôdent des personnages plutôt inquiétants. C'est dans ces zones d'ombre que la fascinante Morgane attend ses proies. Mais que l'on se rassure, l'ombre de Merlin plane au-dessus d'elle, prêt à intervenir si la magicienne va plus loin qu'il n'était prévu dans le livre des destinées. Poule Fétan, 1994. Elle était bien cette introduction, j'ai pas trop eu à râler. Hein. Bon, donc, prochain chapitre, le Val sans retour. C'est la dernière partie. Il reste plus beaucoup de pages. Hein. Bon bah c'était plus long que prévu. Hop. Il reste... Oui, il reste 12 chapitres. Après, il y a un deuxième tome. Au secours! On va jamais s'en sortir. Le deuxième tome, je m'en souviens plus du tout. On s'en fout. Mais aujourd'hui, je dois écrire une nouvelle. Je sais pas trop si je vais pouvoir faire plein de lectures.